makambo ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto. Que cette signature, disais-je, a été bloquée sur des querelles de sémantique. Les uns veulent que ce soit les accords, d'autres disent que ce soit une simple déclaration. Voilà pourquoi Kanambe a demandé à Museveni le 4 novembre dernier, quand ils ont clôturé le contenu de cet accord, il a dit: donnez-moi 5 jours pour que je prépare le moral des Congolais à accepter la pilule qui est dedans. Et voilà pourquoi pendant ces 5 jours, on a organisé des simulacres, des marches et toute cette campagne qu'on a bâtie pour dire le Congo a gagné, les Congolais ils ont gagné la guerre. Mais quelle guerre? Et je reviens sur l'actualité, parce que le message porte sur cette actualité. Que cache ce soi-disant accord que l'on ne veut pas révéler aux Congolais, et on veut nous distraire pour dire ils sont en train de résister parce que ils ne sont pas d'accord de signer un accord, mais de signer une déclaration. Mes chers compatriotes, ces derniers jours, les projecteurs de l'actualité internationale sont branchés et focalisés sur notre pays, la République démocratique du Congo, voilà bientôt quelques semaines. La situation qui prévaut actuellement dans notre pays mérite de retenir l'attention de chacun de nous. Parce qu'il se joue maintenant à l'est de la République le sort de l'avenir de tout un peuple. Et il est de notre devoir que nous puissions nous préoccuper de ce qui s'y passe réellement. Aujourd'hui, nous apprenons que la signature devant conclure les débats et les discussions que le gouvernement d'occupation qui est dans notre pays, à Kinshasa, a eu avec les assaillants rwandais du M23 à Kampala, que cette signature, disais-je, a été bloquée sur des querelles de sémantique. Les uns veulent que ce soit les accords, d'autres disent que ce soit une simple déclaration. Bien sûr que la définition ou la qualification du document qu'ils signent a une importance. Mais que cache cette querelle de la sémantique? Pourquoi cette querelle a surgi maintenant? Il y a des séries de questions. Le ministre ougandais, que eux-mêmes appellent le modérateur, il a révélé à la presse que le gouvernement congolais, dirigé par Kanambe, a demandé le 4
novembre dernier, lorsqu'ils ont signé, lorsqu'ils ont conclu les débats et les discussions, ils ont demandé aux négociateurs ougandais, le ministre ougandais, de parapher le document, de le mettre de côté et de donner un délai de 5 jours au gouvernement congolais pour préparer, je le cite, pour préparer l'opinion congolaise à accepter cet accord. Pourquoi ils ont eu besoin de 5 jours? Ils ont demandé un délai de 5 jours pour préparer l'opinion congolaise. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y avait de caché? Qu'est-ce qu'il y a d'amer pour qu'on puisse préparer l'opinion congolaise à accepter? C'est autant de questions que nous pouvons nous poser parce que ce pays nous appartient. Il n'appartient pas à ceux qui sont allés négocier. Il appartient à nous tous Congolais d'abord. Pourquoi on fait le débat sur le contenant et on ne révèle pas aux Congolais le contenu? C'est bien beau de faire le débat sur le contenant, mais révéler d'abord aux Congolais que contient, quel est le contenu. Quand on va au restaurant pour manger, eh bien, on ne va pas commencer à faire le débat. Est-ce que nous mangeons dans un bol ou dans une assiette plate? Il faut d'abord dire à quelqu'un ce qu'il veut manger, qu'est-ce qu'on met dedans. Si c'est de la viande, on prendra l'assiette plate. Si c'est du potage, on prendra un bol. Mais on fait un débat sur le contenant, mais on ne révèle pas aux Congolais quel est le contenu. Qui est ce député congolais aujourd'hui qui connaît le contenu de cet accord qui se trouve aujourd'hui à Kampala, sur lequel on fait des querelles pour sa qualification? On veut signer un document qui va engager la souveraineté du pays, mais le gouvernement, ce que eux-mêmes appellent le gouvernement de la République, n'a pas encore débattu, que je sache, du contenu de cet accord. Le Parlement, qui représente le pouvoir du peuple, du moins en théorie, et beaucoup de parlementaires de notre pays ont été réellement élus. Je dis certains ont été réellement élus par le peuple, d'autres ont été cooptés par le PPRD, mais il y a certains qui ont été réellement élus par le peuple, ils représentent le pouvoir du peuple, mais ces gens-là ne savent rien de tout ce qui se passe. Voilà pourquoi j'ai choisi, compte tenu de toutes les demandes que j'ai reçues de l'intérieur du pays comme de l'extérieur, que nous puissions un peu échanger en tant qu'élite de ce pays. Parce que le grand problème, quand on regarde l'avenir, l'histoire de notre pays, le grand problème, c'est que notre pays, l'élite de notre pays et notre peuple n'a pas encore assumé, n'a pas encore pris en main le destin de la République démocratique du Congo. Nous subissons jusqu'ici l'histoire de notre pays, et le peuple et l'élite. Et quand bien même il y a une petite portion de l'élite qui accède à la bonne information sur ce qui se passe sur notre pays, on veut le cacher au peuple. J'ai été surpris dernièrement quand j'ai lancé l'appel à M. Tshisekedi pour que nous puissions mobiliser le peuple congolais. J'ai été surpris de voir des Congolais me poser la question, mais pourquoi vous avez fait cet appel publiquement? Pourquoi vous ne l'avez pas contacté en cachette? Je ne sais pas. C'est ça la mentalité de l'élite aujourd'hui. Nous ne sommes pas le peuple. Nous, les opérateurs politiques, nous devons rendre compte au peuple congolais de tout ce que nous faisons. Nous le faisons en leur nom.
Pourquoi tout ce que nous devons faire, nous devons le cacher au peuple? Et quand nous voyons la suite, l'histoire de notre pays, parce que le peuple n'est jamais informé, parce que l'élite ne fait pas l'effort d'accéder à la bonne information et ne fait aucun effort pour informer le peuple, eh bien, l'histoire de notre pays, nous la subissons par ignorance. On nous présente toujours des choses différemment, on nous présente des contenants, des emballages, et on nous dit à l'intérieur que vous avez de la viande alors qu'à l'intérieur, vous avez plutôt une bombe. Ça a été l'histoire de notre pays. Nous avons toujours subi l'histoire de notre pays. Voilà pourquoi moi j'ai choisi l'information comme arme. Parce qu'un peuple qui ignore son histoire, c'est un peuple qui ne peut pas s'assumer et c'est un peuple qui ne peut jamais se libérer. Vous permettez, je ne suis pas historien, mais si nous jetons un bref coup d'œil au rétroviseur pour voir d'où nous venons, si nous prenons rien que les quelques grandes étapes de l'histoire de notre pays, vous verrez que le peuple congolais n'a jamais écrit son histoire, mais il a toujours subi son histoire. Ce qui est vrai pour le peuple congolais l'est aussi pour la grande majorité des peuples africains. Remontons jusqu'au déluge, si vous voulez. Je prends avant la colonisation, l'esclavage. Quand on a découvert l'Afrique, on a découvert en même temps la traite des esclaves. Vous connaissez l'histoire de la traite des esclaves. Mais la fin de l'esclavage a été entourée et embellie par une campagne angélique pour montrer que l'Occident s'est levé, il est indigné contre la traite des Noirs vers les États-Unis et il faut y mettre fin. On a mis en avant-plan les cardinals de la Vigérie pour dire vraiment c'est un mouvement humanitaire, un élan humanitaire. Ça c'est l'emballage qu'on nous a présenté. Mais la vérité, ce n'était pas ça. Les historiens savent que la vérité, c'était que l'Occident, qui avait commencé maintenant à coloniser l'Afrique, avait besoin de la main-d'œuvre africaine sur place. Et il fallait pour ça stopper l'exportation de la main-d'œuvre vers les États-Unis pour les maintenir sur place. La preuve, s'ils avaient libéré l'Afrique, mis fin à l'esclavage parce qu'ils ont voulu valoriser l'homme africain, ils nous auraient traités pendant la colonisation différemment. Mais vous savez que pendant la colonisation, à l'époque de Léopold II, pour ne parler que de notre pays, et à l'époque de la colonisation, nous avons vécu le génocide dans notre pays. On n'en a jamais parlé. Pourquoi? Parce que l'histoire a été écrite par d'autres. Nous avons vécu toutes sortes d'atrocités. Mais on a présenté la fin de l'esclavage comme étant une œuvre humanitaire, même biblique, spirituelle. Il faut libérer l'homme. Mais on n'a jamais libéré l'homme noir. C'était pour camoufler un combat d'intérêt économique. La main-d'œuvre, c'était la machine de l'époque, il fallait la maintenir. Vous avez vu comment nos pères, nos grands-pères, nos ancêtres, leurs mains ont été coupées pour produire des caoutchoucs, pour fabriquer, pour soutenir les efforts de la guerre, la première guerre et la deuxième guerre mondiale. L'accession de notre pays à l'indépendance, même la fin de la colonisation, dans notre pays comme dans les autres pays africains, ce n'était pas un élan bénévole de liberté pour que l'homme congolais soit dorénavant libre et souverain. Mais cette vague, je ne minimise pas, loin s'en faut, l'effort
de nos ancêtres, de nos pères qui se sont battus pour l'indépendance du pays, mais cette vague d'indépendance a été soutenue par qui? Par les États-Unis et par l'Union soviétique à l'époque. Pourquoi? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils voulaient que l'Afrique ne soit pas simplement le terrain réservé aux Occidentaux qui, eux, étaient sortis affaiblis de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ont voulu eux aussi avoir une mainmise. Pour ça, il fallait les indépendances des pays africains. Et vous avez vu qu'après les indépendances, l'Afrique a été divisée en deux blocs. Le bloc pro-soviétique et le bloc pro-occidental. Comme on disait, les progressistes et les conservateurs. Nous avons fait que subir l'histoire. Et quand nous voyons même rapidement le choix des dirigeants dans nos pays africains et surtout en République démocratique du Congo, nous voyons que nous subissons le choix des dirigeants et nous subissons même l'image de ces dirigeants. Le seul moment où le peuple congolais a assumé son choix dans cette histoire, c'était la première élection après les indépendances, après notre indépendance le 30 juin, lorsque nous avons choisi Emery Patrice Lumumba comme Premier ministre, et comme ce n'était pas le choix de l'Occident. Vous savez, il n'a même pas fait 1 an au pouvoir. La puissance des médias occidentaux l'ont présenté comme le diable. Et ce sont les Congolais convaincus et manipulés par cet même Occident qui ont éliminé celui qui se battait pour réellement l'indépendance de notre pays. Voilà pourquoi je dis que nous n'avons pas encore assumé l'histoire de notre pays, nous ne faisons que subir. C'est l'Occident qui doit nous dire quel est le dirigeant qui doit diriger le Congo. Quel est le meilleur dirigeant qui doit diriger le Congo. Et le profil, c'est l'homme qui convient pour eux. Lorsque Lumumba est parti, lorsqu'ils ont placé eux-mêmes Mobutu, ils ont fait le choix de Mobutu au pouvoir. Mais les historiens sont là, personne ne me contredira parce que moi, c'est l'histoire que nous avons vécue. Mobutu avait été présenté comme le sauveur du Congo. Lisez la presse du 25 décembre 1964, quand le lendemain de la prise de pouvoir de Mobutu, toute la presse, y compris la presse belge, avait dit que Mobutu vient de sauver le Congo du chaos. Ils l'ont présenté comme le sauveur. Et pendant les années de dictature qui se sont installées, Mobutu a toujours été présenté par la presse occidentale et par les autorités occidentales comme l'homme fort. Pourquoi on l'appelait l'homme fort? C'est parce qu'en ce moment, il protégeait l'intérêt, le précaré des Occidentaux en Afrique contre la poussée soviétique. Parce qu'il y avait deux grandes superpuissances. Il a été considéré comme l'homme fort, pas comme dictateur. Les opposants de Mobutu à l'époque en Europe le savent. Mais lorsque Mobutu est entré en conflit avec l'Occident, quand il a voulu commencer la bataille de l'indépendance économique, eh bien, à partir de ce moment, il est devenu dictateur. Mais il l'était déjà. Mais pour l'Europe, quand ils ont eu besoin maintenant de l'abattre, on l'a présenté comme étant le dictateur. Mais il est devenu dictateur quand? Dans les années 90 ou dans les années 80 et 70. Mais dans les années 70, on le présentait comme l'homme fort. Mais lorsque les murs de Berlin est tombé et qu'on n'a plus eu besoin de Mobutu, il est devenu dictateur. On nous a amené Laurent Désiré Kabila, que eux-mêmes ont choisi. Ce même Laurent Désiré Kabila que eux ont combattu dans le maquis, ils ont aidé Mobutu à le combattre dans le maquis. Que les Américains ont aidé Mobutu à le combattre dans le maquis. C'est eux qui donnaient les informations satellitaires sur tous ces mouvements dans le maquis à Mobutu. Mais quand leurs intérêts étaient en jeu, ils ont pris l'homme que eux ont combattu
Ils l'ont revêtu de l'habit de libérateur. Et Mobutu est devenu le dictateur pourri. Et ça, toujours les Congolais, nous l'avons porté à nu jusqu'au pays. Pourquoi? Parce qu'il avait signé les accords pour donner la Gécamine et une partie de notre terre aux étrangers. Lorsque maintenant le même Laurent Désiré Kabila s'est rendu compte de son erreur, a voulu se reprendre, il est automatiquement et subitement devenu dictateur. Vous avez suivi. Je fais ce rappel pour montrer à quel point nous les Congolais, nous n'écrivons pas notre histoire. Que notre histoire est écrite en Occident. Il est devenu automatiquement Laurent Désiré Kabila. Le lendemain, il a été exécuté. Aujourd'hui, tous ces gens qui font pression à gauche et à droite, pourquoi ne demande-t-il pas l'enquête sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? Pourquoi on ne cherche pas l'enquête sur l'assassinat de Abiariman? Les deux chefs d'État africains qui sont morts, le Rwandais et le Burundais. L'histoire est écrite au nord. Et nous ne faisons que subir. Quand eux, ils disent, ce dirigeant est blanc, tous nous applaudissons et nous disons, il est blanc. Amen. Quand ils disent que non, maintenant il est noir, tous nous applaudissons, disons, crucifiez-le, il est devenu noir. Quand est-ce que nous prendrons nous-mêmes l'histoire de notre pays en main? Quand est-ce que nous définirons le profil de nos dirigeants nous-mêmes? Ils ont tué Laurent Désiré Kabila. Quelque temps après, c'est encore eux qui choisissent. C'est eux qui nous ont déterminés qui devrait diriger le pays. On nous a amené le petit garçon rwandais, qui est aujourd'hui à la tête de notre pays, Hippolyte Kanambe. Mais si je remonte même un peu plus loin, quand ils ont écarté Mobutu, pour écarter Mobutu, c'est encore les États-Unis qui déterminent qui sont maintenant les leaders pour l'Afrique centrale. L'homme fort doit être abattu et nous avons suivi un président américain qui a dit l'heure est venue pour promouvoir maintenant une nouvelle génération des leaders africains. C'est à Washington qu'on doit déterminer qui sont les meilleurs leaders pour l'Afrique. C'est ça qui est le nœud de notre problème. Nous subissons l'histoire. Quand ils ont choisi le Rwanda et l'Ouganda pour le leadership de l'Afrique, eh bien, tous les crimes leur étaient permis, personne ne pouvait lever la voix. Le génocide qui s'est passé au Rwanda, tout le monde sait, nous avons mené des enquêtes, des historiens, des journalistes indépendants ont mené des enquêtes. Dans le livre que j'ai écrit, Crime organisé, j'ai fait une partie des révélations, d'autres l'ont fait, d'autres m'ont complété. Il y a eu plusieurs révélations. Le génocide rwandais n'est pas seulement le fait des Hutus rwandais, c'est le fait des Tutsis, de Paul Kagame qui a planifié ce génocide. Aujourd'hui, ses propres frères Tutsis révèlent le secret de ces préparatifs du génocide. Mais personne ne fait l'enquête. 2 chefs d'État africains sont morts, assassinés. Personne ne fait l'enquête. Pourquoi? Parce que le choix vient d'en haut. Quand est-ce que nous prendrons en main notre propre histoire? Et aujourd'hui, si j'ai fait ce petit rappel, c'est pour savoir, aujourd'hui, nous nous posons la question peut-être, et nous devons nous poser la question, pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont choisi Kagame et Museveni hier commencent à les lâcher? Grattez et vous comprendrez.
c'est toujours parce que quand leurs intérêts ne sont plus garantis à 100% par les Chichi Boys africains, ils passent automatiquement à chercher des remplaçants. Nous reviendrons peut-être dans d'autres interventions pour aller plus en profondeur, mais ce n'est pas le moment de révéler toutes ces choses. Mais aujourd'hui, c'est que moi je peux dire, beaucoup de gens posent la question, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis commencent à dénoncer les méfaits de Kagame et commencent maintenant à dévoiler et même à faire pression sur Kagame? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis commencent à donner même les ordres à Kagame de faire retirer ses hommes sur le terrain? Ce sont des bonnes questions. Depuis quand croyez-vous, chers compatriotes congolais, vous croyez que les Américains ne savaient pas que c'est Kagame qui déstabilise la RDC? Vous croyez que les Américains ne savaient pas que dans le RCD Goma, c'était l'œuvre de Kagame? Vous croyez qu'ils ne savaient pas que dans le CNDP, c'était l'œuvre de Kagame? Ils le savaient. Mais en ce moment-là, ils fermaient les yeux parce qu'il y avait leurs intérêts. Mais aujourd'hui, c'est parce que les données de fond changent. Vous n'avez pas remarqué que le changement de cap des États-Unis a commencé vis-à-vis de Kagame depuis que Ntaganda a fui et s'est réfugié dans l'ambassade américaine. C'est le déclenchement. Parce que Ntaganda leur a révélé certaines choses entre Kagame et Kanambe et Museveni concernant leurs intérêts. C'est lorsqu'ils ont compris qu'eux, ils étaient aussi doublés dans le jeu vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'URSS, de la Russie, de l'Ukraine. C'est lorsqu'ils ont eu des preuves sur certains réseaux de Kanambe, sur le marché secret avec la Corée du Nord, avec l'Iran, que maintenant, ils ont commencé à augmenter la pression sur eux. Tout ce qu'ils font, ce n'est pas pour les lâcher. Tout ce qui se passe maintenant, c'est une pression. On utilise le bâton et la carotte pour tenir et Kagame, et Museveni, et Kanambe, tout le monde au carreau pour suivre les directives qui viennent du Nord. Et dans tout ça, le Congolais n'assume aucune responsabilité nulle part. Voilà pourquoi j'ai choisi d'interpeller le cadre africain, l'élite congolaise, que nous puissions un peu nous concentrer sur ce qui se passe réellement maintenant. Que nous puissions un moment nous arrêter pour prendre en main la conduite et le destin de notre pays. Nous ne devons pas laisser les autres écrire l'histoire en notre place, en notre lieu et place. Lorsque leurs intérêts sont en jeu, ils changent les données sur le terrain, comme ils veulent, quand ils veulent. Et nous sommes là simplement pour subir. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions voir dans ce qui se passe maintenant. On nous a parlé de la victoire des FARDC. Mais quelle victoire? Quelle victoire? C'est depuis des années que toutes ces forces rwandaises circulent sous différentes dénominations et dominent et exploitent l'Est de notre pays. Vous croyez que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ne sont pas au courant du trafic qui se fait à l'Est de notre pays? Ils connaissent le sous-sol rwandais. Mais quand le Rwanda figure
et l'Ouganda en bonne position dans l'exportation des minéraux qui viennent de notre pays, vous croyez qu'ils ne savent pas que c'est le pillage qui vient de la RDC? Alors, brusquement, aujourd'hui, on nous chante qu'il s'agit de la victoire des FARDC. Mais nous savons, eux-mêmes ne se sont pas cachés, il y a eu des révélations, des journaux occidentaux. Tout s'est fait sur base des coups de fil de Londres et de Washington à Kagame. Parce que tous nous avons suivi que Kagame avait amassé ses troupes déjà le long de la frontière. Mais il a suffi d'un coup de fil parce que c'est eux qui l'ont mis là-bas. C'est eux qui lui ont donné une mission. Bien entendu, ce qu'ils font, ils disent, vous avez un intérêt, vous voulez l'espace congolais, on vous la donne, mais vous devez alors être le gendarme pour nous, pour réaliser telle mission en République démocratique du Congo. Ce sont des arrangements et nous les Congolais nous subissons. Lorsqu'on veut dire aux Congolais levez-vous, faites attention, ce sont les Congolais qui se lèvent pour dire taisez-vous, vous parlez beaucoup. Laissez les étrangers piller, laissez les étrangers entrer, laissez l'ordre qui nous vient de l'extérieur s'établir et se renforcer. C'est cela notre responsabilité de l'élite congolaise. Face à tout ce qui arrive, on avait fait chanter au peuple congolais la victoire. Et c'est ça ce que j'ai dit. Toute l'histoire de notre pays est fabriquée de mensonges qu'on présente dans les emballages. On a présenté aux Congolais l'emballage, la victoire. Le Congo est maintenant la RDC à la victoire sur le Rwanda. Maintenant, réjouissez-vous. Mais lisez les déclarations de Mary Robinson, la représentante américaine. Elle a dit, dans la presse, à l'AFP, il a dit que ce qui est passé là, c'est bon pour le moral des Congolais. C'est bon. Tout ça, ils ont présenté ça pour le moral des Congolais parce que ils veulent présenter aux Congolais ce qu'ils veulent entendre. Comme ils savent que nous avons réveillé les Congolais, que les Congolais maintenant savent que le pays est occupé et que les Congolais réclament le retrait des troupes étrangères, ils ont dit, ben écoutez, pour desserrer les taux, présentons aux Congolais un simulacre de victoire. Les Congolais veulent entendre la victoire, présentons-leur la victoire. Et en présentant cette victoire, dans l'emballage victoire, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette victoire? Qu'est-ce qu'on veut offrir réellement aux Congolais à l'intérieur de cette victoire? C'est une pilule. Une pilule. Et cette pilule s'appelle la victoire. Mais à l'intérieur, le poison qui est à l'intérieur s'appelle l'accord. Cet accord dont on parle là. Le contenu, voilà pourquoi j'insiste qu'on nous dise le contenu de cet accord, pas le contenant, le contenu. Parce qu'on veut emballer sous le vocable victoire de la RDC une pilule qu'on veut faire avaler aux Congolais. Voilà pourquoi Mary Robinson dit c'est bon pour le moral des Congolais. Voilà pourquoi Kanambe a demandé à Museveni le 4 novembre dernier, quand ils ont clôturé le contenu de cet accord, il a dit donnez-moi 5 jours pour que je prépare le moral des Congolais à accepter la pilule qui est dedans. Et voilà pourquoi pendant ces 5 jours, on a organisé des simulacres, des marches et toute cette campagne qu'on a battue pour dire le Congo a gagné, les Congolais, ils ont gagné la guerre. Mais quelle guerre? Mes frères, il faut que nous puissions être quand même concentrés sur ce qui se passe dans notre pays. Les 5 jours que Kanambe a demandé à Museveni pour revenir le 11 pour signer ces documents, c'était pour vous présenter la beauté de votre victoire, une victoire qui n'en est pas une.
Il n'y a pas eu de victoire. Remarquez, de même dans ces documents, dans tout ce qui s'est passé là-bas, le M23 a menacé, il a demandé que leurs complices à Kinshasa aussi soient énumérés pour qu'ils subissent les mêmes punitions que eux. Quand nous vous disions que le M23 c'est à Kinshasa, vous ne vouliez pas nous croire, mais maintenant, c'est le M23 qui a menacé, l'AFP l'a repris. Le M23 a dit, il faut que nos complices qui sont à Kinshasa aussi soient énumérés dans la liste des responsables du M23 et qu'ils soient eux aussi sanctionnés comme nous. Silence radio. Congolais, essayons d'ouvrir un peu l'œil. Essayons de prendre un peu en main la destinée de notre pays. Vous voyez que même dans la suite de ces événements, dernièrement, il y a 2 jours, le gouverneur Paluku a présenté ce qu'ils ont, un groupe de 287 prisonniers, soi-disant de cette rébellion de M23. Mais devant la panoplie des diplomates, on a révélé la catégorie des gens qui étaient dedans. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il y avait dans ces prétendus prisonniers du M23, on a trouvé qui? On a trouvé des Hutus rwandais du FDRL, du FDLR. Mais mes frères, arrêtons-nous un moment. Tout le tralala, j'appelle ça tralala, mais alors que c'est le drame, tout le drame que nous vivons. Toutes les tueries que nous vivons, Kagame le justifie comme quoi? Il justifie ça comme étant une action des gens qui sont venus pour combattre les Hutus du FDRL, les génocidaires Hutus du FDLR qui menacent la sécurité du Rwanda. Mais comment se fait-il que dans ce groupe du M23, des Rwandais qui sont venus, soi-disant pour protéger les Tutsis rwandais sur le territoire congolais, on y retrouve les Hutus rwandais qui menacent, soi-disant, la sécurité du Rwanda? Est-ce que ça ne peut pas interpeller nous autres les Congolais? C'est là le drame. Et vous croyez que les Américains ne le savent pas? Les Belges ne le savent pas? Les Britanniques ne le savent pas? Ils le savent. Mais parce que chacun travaille pour ses intérêts, sauf l'élite et le peuple congolais qui subit tout cela comme victime et spectateur. C'est ça qui est dramatique. Les Tutsis et Hutus du FDR de rwandais se retrouvent ensemble alors qu'on nous chante, on nous rabat les oreilles chaque jour pour dire que les troupes rwandaises qui entrent chez nous, c'est pour protéger les Tutsis rwandais. Alors que les deux sont maintenant ensemble. Quelle conclusion n'allez-vous pas tirer? On a trouvé dedans les Ougandais. Ont été présentés à la presse internationale, à la diplomatie, aux représentants de la diplomatie chez nous. On a trouvé des Hutus et des Tutsis rwandais. On a même trouvé des Hutus rwandais qui ont été refoulés dernièrement de la Tanzanie. C'est pas moi qui le dis, ça a été écrit dans la presse. Je crois quand même qu'au moins ça vous pouvez faire, chacun de nous peut faire un effort, même si on nous cache certaines choses. Mais aujourd'hui, nous avons l'avantage qu'il n'y a pas que nos ennemis qui écrivent, mais il y a aussi ceux qui ont un peu de compassion pour ce pays, qui révèlent certaines choses. Faisons un effort. Ces choses-là, quand vous les voyez, mes frères, de quelle victoire voulez-vous fêter? Quand ce sont ces gens-là qui composent le M23. Et on vous dit que leurs complices sont à Kinshasa. Il faut que ces complices-là aussi soient connus. Mais comme ce sont tous des Rwandais, ils s'aménagent encore. Est-ce que nous, Congolais, nous ne pouvons pas être intelligents
pour comprendre que cette situation est extrêmement dangereuse pour nous. Que nous puissions un peu taire nos querelles internes pour voir le danger qui nous vient de l'extérieur. On nous parle de la victoire. Alors qu'aujourd'hui, il y a encore plus de 40 mouvements armés qui terrorisent l'intérieur du pays et plus de 50% de ces mouvements armés, pour ne pas dire 70% de ces mouvements armés, sont instrumentalisés et téléguidés par Kigali. De quelle victoire veut-on parler? Au moment où nous parlons à Murambi, à 3 km de l'aéroport international de Goma, les troupes rwandaises sont entrées, ils sont là. La MONUSCO le sait, Washington le sait, Londres le sait. Mais mes frères, c'est pour cette raison que je vous ai dit que notre force, notre libération ne viendra pas de l'Occident. C'est une affaire de nous, Congolais. Ils le savent. Les troupes rwandaises sont là. Il y a à côté les troupes ougandaises qui opèrent à l'intérieur de notre pays. Et puis encore dernièrement, j'ai reçu hier et avant-hier les appels de nos hommes qui sont sur le terrain. Ils sont contactés par qui? Par Roger Lumbala, à partir de Kampala, pour dire nous allons bientôt monter avec l'aide des Ougandais et des Rwandais une autre offensive pour aller renverser Kanambe. C'est déjà reparti. Vous entendrez demain encore le M27 et le M28 qui sortira toujours à partir de Kampala et de Kigali. Tant que nous, peuple congolais et élite congolaise, nous ne prendrons pas en main la destinée de notre pays, eh bien nous subirons l'histoire. Nous subirons l'histoire. Voilà pourquoi il est important qu'aujourd'hui, et je reviens sur l'actualité, parce que le message porte sur cette actualité, que cache ce soi-disant accord que l'on ne veut pas révéler aux Congolais et on veut nous distraire pour dire ils sont en train de résister parce que ils ne sont pas d'accord de signer un accord mais de signer une déclaration. Mais le document a été déjà agréé parce que Mary Robinson a dit clairement à l'AFP à Kampala, et je le cite, il y a déjà un accord à Kampala. Mais que dit-il sur le contenu de cet accord? Il dit il y a un accord à Kampala sur la réintégration des combattants du M23 dans l'armée nationale congolaise. Voilà ce qui nous intéresse, nous Congolais. Ce n'est pas déclaration ou n'importe quoi comme ce que vous voulez. Que ce soit qu'on appelle ça déclaration, qu'on appelle ça accord, ça nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est le contenu. Qu'est-ce que vous voulez signer pour imposer au peuple congolais? Eh bien, Mary Robinson révèle déjà dans sa déclaration. Il dit clairement qu'il y a un accord qui existe pour la réintégration des combattants du M23 dans l'armée congolaise. Voilà ce qui... Alors que à Kinshasa, qu'est-ce qu'on vous dit? Il n'y aura pas d'intégration du M23 dans notre armée. C'est ce que le porte-parole et le perroquet de Kanambe a déjà chanté plusieurs fois aux oreilles des Congolais pour les endormir. Mais je vous dis
qu'ils ont déjà accepté l'intégration des militaires et des officiers rwandais du M23 au sein de l'armée congolaise. Voilà pourquoi ils ont besoin de 5 jours pour vous faire avaler cette pilule. Mary Robinson a fait encore une révélation plus importante au travers de sa déclaration. Elle a dit au sujet des problèmes profonds qui ont été traités dans cet accord. Il a très bien dit que le président Museveni et Kagame ont traité des problèmes de fond. Donc vous voyez les vrais agresseurs. Ce n'est pas le M23, mais c'est Museveni et Kagame qui ont traité des problèmes de fond dans cet accord qui s'est conclu à Kampala. Et que dit Mary Robinson à l'AFP? Il dit, à l'origine, les problèmes de fond sur lesquels se sont penchés les deux présidents concernent la préoccupation, car à l'origine du M23, on trouve les griefs des Tutsis qui ne se sentent pas chez eux dans leur pays, le Congo. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mary Robinson qui l'a dit à l'AFP. Que le vrai problème qu'ils ont résolu, c'est qu'il faut que les Rwandais, les Tutsis Rwandais du M23 et autres se sentent chez eux au Congo. Voilà la vérité de ce qu'on ne vous présente pas. Tout le reste, c'est la pilule, c'est le sirop. Vous voyez, quand les enfants ont l'atout, on leur donne des sirops. Quand on veut leur donner, n'est-ce pas, des Nivaquine, on les met dans le sirop. Pour qu'ils sentent dans la langue simplement la douceur du sucre. Mais à l'intérieur, c'est le médicament. Et c'est la technique qu'on utilise pour les Congolais. Leur fait avaler des sirops, des pilules. Ces pilules-là, ça s'appelle la victoire. Vous avez la victoire, vous fêtez la victoire. Maintenant, vous avez la victoire. Et à l'intérieur, au moment où vous êtes grisé par des marches sous la pluie et tout, alors que hier, quand les mêmes femmes avaient demandé de faire la marche pour soutenir les militaires congolais, les mêmes autorités de Kinshasa leur avaient refusé et les avaient dispersés brutalement. Mais aujourd'hui, on appelle les mêmes mamans, on les fait marcher sous la pluie pour dire allez fêter une victoire qui n'est en fait aucune victoire pour eux. C'est du sirop qu'on veut leur faire avaler au peuple congolais pour qu'au moment où vous êtes grisé, vous vous réveillez demain, eh bien on vous dit l'accord est signé, une partie Rutshuru et tout, c'est un territoire maintenant réservé aux Tutsis rwandais qui sont chez eux, ils doivent se sentir chez eux parce que c'est maintenant leur terre. Et dans nos institutions, au sein de notre armée, il y a des officiers, ils sont déjà nombreux, maintenant ils vont encore entrer très nombreux, parce que maintenant les officiers congolais, la grande majorité a été mise en retraite, eh bien, ils vont maintenant, eux, ils vont entrer pour gonfler l'effectif et remplacer le vide laissé par les Congolais. C'est cela la vérité. Nous ne sommes pas des xénophobes. Non. Nous ne refusons pas de cohabiter avec nos voisins. Non. Mais ce que nous voulons, c'est que les valeurs qui sont les mêmes en Europe, que ces valeurs-là soient aussi les mêmes chez nous. Le patriotisme qui est en Europe, lorsque nous l'appliquons chez nous, on dit c'est le nationalisme, c'est la xénophobie. La même chose. Quand la France s'est battue, dernièrement, nous avons suivi les cérémonies qui se sont passées le 11 novembre, où le président français a fait un discours vibrant pour rappeler au patriotisme de tout un peuple le sacrifice que leurs ancêtres ont consenti
pour la récupération de leurs terres, l'Alsace et la Lorraine. Ça, c'est du patriotisme. Mais lorsque nous faisons la même chose pour Goma, pour Rutshuru, pour Kivu, pour Maniema, on dit c'est du nationalisme, c'est de la xénophobie. Non, ça doit s'arrêter. Nous avons droit d'aimer notre pays et de protéger notre pays comme tout le monde aime leur pays dans le monde et protège leur pays. Qui est ce leader politique qui peut dormir en paix au moment où les troupes étrangères entrent, occupent, pillent et prennent leur pays? Au moment où un gouvernement d'occupation fait des complots avec les occupants pour céder une partie du pays. Pétain, il était héros en France lors de la Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, il est honni parce que lors de la Deuxième Guerre mondiale, il a été collabo, il a trahi le pays. On ne joue pas avec les valeurs du pays. Quand nous nous levons pour appeler le peuple congolais, la jeunesse congolaise, à protéger notre nation, parce qu'aujourd'hui, la thèse qui circule dans le monde, c'est que le Congo est trop grand pour être digéré par les Congolais seuls. Alors commencez par le Canada, commencez par les États-Unis, coupez une partie, c'est plus grand que le Congo. Qui peut accepter aujourd'hui que les Chinois de Hong Kong puissent venir prendre Vancouver pour dire maintenant le Canada est trop grand, nous on n'a pas d'espace, nous prenons Vancouver pour nous? Qui va accepter? Allez poser la question aux Canadiens. Et pourquoi on doit appliquer ce principe chez nous? Pour dire que les autres, les Rwandais, ils sont trop en étroit, ils ont une démographie galopante, il faut qu'ils n'ont pas de richesses de leur sous-sol, il faut qu'on leur donne. C'est pas notre problème. Le Rwanda et le Burundi qui nous créent des problèmes. Parlons-en un peu. Ça vient du fait qu'ils ont été gérés par la Belgique. Ils ont été confiés par l'ONU à la Belgique. Pourquoi? Parce que c'était le territoire allemand. Mais quand ils ont perdu la guerre, on leur a arraché même ce qu'ils avaient en Afrique pour donner ça aux Belges. Et vous, on vous dit que vous avez gagné la guerre, mais allez vous asseoir avec les gens que vous avez vaincus, qui étaient venus chez vous pour attaquer et prendre votre pays. Allez vous asseoir avec eux et négocier avec eux. Vous y voyez quelque chose, mes frères? C'est ce que j'ai dit. Les valeurs qui sont universelles chez eux, quand c'est chez nous, ça prend d'autres tournures. Chez eux, quand ils ont vaincu l'assaillant allemand, ils lui ont arraché même les territoires qui étaient en Afrique, et le Rwanda et le Burundi en est une preuve. Mais chez nous, on vous dit, vous avez repoussé le M23, mais allez vous asseoir avec le M23, négocier et signer un accord. Est-ce que vous y comprenez quelque chose, mes frères? Et vous continuez à applaudir que vous avez une victoire. Si vous avez la victoire, pourquoi cette victoire pose problème? Réveillons-nous un peu, mes frères. Élite congolaise, réveillons-nous. Parce que le vrai problème est là, c'est le problème de l'information. La Bible dit que mon peuple me périt à cause de l'ignorance. C'est notre devise de notre site que nous, quand nous disons l'ignorance, c'est une mort partielle. Quand nous disons ça, c'est pour cette raison. Beaucoup de gens disent, ah, vous là, parce que vous parlez trop, vous écrivez trop. Mes amis, l'information aujourd'hui est une arme puissante. Parce que sans l'information, le peuple ne peut pas se battre pour lui-même. Le peuple ne peut pas s'assumer. Aujourd'hui, nous avons la situation de nos militaires au front. C'est pour ça que je parle pour que nos militaires aient l'information, que nos officiers aient la bonne information et qu'ils se comportent en conséquence. Nos officiers qui sont au front, nous devons être fiers d'eux. Quand nous disons qu'il n'y a pas eu de victoire, nous ne voulons pas minimiser la valeur de nos militaires. Celui qui vous parle, c'est un ancien ministre de la Défense. Nous avons eu toujours une meilleure armée du monde.
Si nous n'avons pas vaincu certaines batailles à l'intérieur, c'est à cause, et je l'ai dit clairement dans mon livre Ainsi sonne le glas, c'est à cause de la défaillance du commandement et du moral et de l'intégrité de certains officiers supérieurs. Mais moi, j'ai participé à l'opération de l'envoi des troupes zaïroises au Tchad. Lorsque le Tchad était en guerre contre la Libye de Kadhafi, mais Kadhafi avait fait une confidence à Mobutu plus tard, quand nous sommes allés en 95 en visite à Libye. Il a dit, j'ai découvert que en Afrique, j'ai eu affaire à des meilleurs soldats, ce sont les soldats zaïrois. La défaite qu'ils m'ont imposée à Tizi Ouzou, je ne l'oublierai jamais. Je n'ai jamais vu des militaires se battre comme ça. Moi, j'ai de la fierté. Je suis le premier à reconnaître la valeur du militaire zaïrois. L'opération en 90, quand le président Mobutu les a envoyé Mayele, j'ai participé à l'envoi des troupes de la DSP au Rwanda. J'ai suivi nuitamment comment nos troupes, dès qu'elles débarquaient, mais les troupes de Kagame étaient mises en débandade en quelques minutes. On les a repoussés des 60 km de Kampala, on les a repoussés jusqu'en Ouganda. C'est Mobutu qui a donné ordre pour que nos militaires s'arrêtent à la frontière. Ils voulaient entrer en Ouganda. Je connais la valeur de nos militaires. Mais ici, nous sommes en train de traiter le problème de notre souveraineté. Nos militaires ne sont plus encadrés. Ils ont à leur tête un imposteur, un étranger qui travaille pour les agresseurs qui tuent notre pays. Voilà pourquoi je parle et j'écris pour que nos officiers n'acceptent pas cette fois l'intégration des militaires rwandais, parce que vous avez déjà assez souffert de cela. Vous ne devez plus continuer à accepter qu'on vous infiltre avec des militaires étrangers qui viennent prendre le commandement de votre armée pour votre pays et que vous soyez sous leur commande, sous leurs ordres. Vous devez refuser cela et rejoindre la résistance pour qu'on en finisse rapidement avec les gens qui occupent le pays. Beaucoup se sont déjà réveillés, continuent à se réveiller. C'est pour cette raison que nous continuons à vous parler. Nous devons briser le cercle. Le cercle, n'est-ce pas, vicieux où nous subissons l'histoire à partir de l'extérieur. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, je termine par là. Les vrais agresseurs, qui ont été toujours les véritables agresseurs, dans mon livre « Crime organisé », j'avais dit les agresseurs ont jeté le masque. Aujourd'hui, ils sont en train de jeter le masque. C'est eux là qui montent maintenant sur la scène. Ce sont eux qui ont donné les ordres maintenant à Kagame. Retirez vos troupes. Museveni, retirez vos troupes. Tenez-vous à carreau. Laissez les troupes sortir. C'est eux. Et il est maintenant temps qu'au moment où eux, ils montent, ils sortent de l'ombre, jettent le masque pour monter sur la scène, il est temps que le peuple congolais et l'élite congolaise prennent leurs responsabilités et montent sur la scène pour que nous allions enfin vers le rendez-vous de la vérité. Où nous nous trouvons les propriétaires des terres, les vrais propriétaires des terres, le peuple congolais, avec son élite, avec son armée, en face de ceux qui ont conçu et qui ont utilisé nos voisins pour nous mettre là où nous sommes. Dans le cadre de la diplomatie secrète, je me suis adressé à eux. Je leur ai écrit, je leur parle que c'est le moment où nous devons maintenant nous parler face à face. Vous devez parler aux propriétaires et pas aux receleurs. Parlez aux propriétaires. Les propriétaires des terres, c'est les Congolais. Parlons maintenant aux Congolais. Si vous avez besoin des richesses, de nos richesses,
Nous comprenons cela parce que vous travaillez pour votre pays. Nous avons aussi besoin de richesses. Vous avez la technologie, nous on n'a pas la technologie. Mettons-nous ensemble. Amenez la technologie. Nous vous donnons la matière, mais ça doit profiter à notre peuple. Ça doit vous profiter et ça doit profiter. C'est le win-win. Mais il faut que ça se fasse avec les propriétaires. Et les propriétaires, c'est le peuple congolais. Avec son élite. Voilà pourquoi j'ai fait ici l'appel d'abord à l'élite, à la jeunesse congolaise. Au lieu de passer le temps avec des querelles inutiles, si vous ne vous sentez pas en mesure de débattre les grands problèmes, taisez-vous. Laissez le champ à ceux qui comprennent pour que nous puissions réellement faire des échanges. Si moi j'ai lancé l'appel à Tshisekedi, j'ai lancé l'appel aux autres, ce n'est pas parce que je ne peux pas faire des choses seul. Non, mais je ne dois pas faire seul. Parce que le Congo n'est pas ma propriété, nous devons le faire ensemble. Même si j'ai les moyens de le faire, mais nous devons le faire ensemble. Il n'y a que les imbéciles qui ne comprennent pas cela, que le Congo est une propriété commune de tous les Congolais. Ce n'est pas parce que vous disposez de tel ou tel atout que vous devez maintenant vous passer de tout le monde pour faire ce que vous pouvez faire. Non. Nous devons tous mettre nos potentiels ensemble en ce moment-ci pour pouvoir libérer notre pays et prendre la destinée de notre pays en main. Voilà pourquoi j'ai fait cet appel et je reviendrai pour partager avec les Congolais. À la suite de ces événements, je reviendrai pour que nous allions de l'avant. Mais le temps est venu pour que le peuple congolais, militaire, civil, religieux, étudiants, que nous puissions maintenant prendre en main notre destinée pour faire face aux ennemis et faire face aux partenaires qui viennent de l'extérieur pour qu'ensemble nous bâtissions. Voilà pourquoi j'ai fait appel à tout le monde, étudiants, travailleurs, maman maraîchère, élite politique, élite économique, élite religieuse, et tous, c'est notre pays. Ce n'est pas l'affaire d'un homme ou d'un groupe d'hommes, c'est notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans un tournant décisif, sortant un peu de cet cercle vicieux qui fait que nous subissions chaque fois l'histoire de notre pays. Devenons une fois pour toutes les acteurs de l'histoire de notre pays. Pour qu'en face de nous, nous puissions discuter, négocier l'avenir de notre pays avec les partenaires de demain. Dans 50 ans, dans 100 ans, personne de nous ne sera encore là. Mais il y aura le Congo et il y aura les Congolais. Qu'est-ce que nous allons leur laisser? Voilà pourquoi l'appel que je fais, je salue l'intervention du cardinal Laurent Mosengo Passigna quand il interpelle la classe politique, quand il interpelle l'élite politique. Et c'est dommage que quand il interpelle comme cela, on n'entend que des injures, des gens qui se lèvent pour l'invectiver. Mais c'est un appel profond. C'est pour notre pays. Dans 50 ans, Mosengo ne sera pas là. Dans 50 ans, Tshisekedi ne sera pas là. Nganda ne sera pas là. Mais le Congo sera là. Nos enfants et les enfants de nos enfants seront là. C'est pour ce Congo-là que nous nous battons, mes frères. Arrêtons un peu ce jeu enfantin de pouvoir à chaque fois simplement nous invectiver et d'éviter le débat de fond. Aujourd'hui, c'est le moment où nous devons amener le peuple congolais et l'élite à un débat de fond. Si tu ne peux pas le mener, taisez-vous. Si vous pouvez le mener, vous êtes le bienvenu. C'est du choc des idées que jaillit la lumière. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec le travail que nous faisons et nous continuerons à faire pour faire partir les occupants sur notre terre, et nous nous battrons par tous les moyens. J'ai dit bien tous les moyens.
nous nous battrons par tous les moyens pour faire partir les agresseurs qui sont camouflés à la tête de notre pays, au sein de nos institutions. Non pas que nous sommes contre les étrangers, non, nous voulons que les étrangers qui viennent chez nous vivent en paix avec nous, mais dans le respect de nos institutions, de notre dignité et du respect de l'intégrité de notre pays. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na nzambe kitapana kosikisa misala ya satana. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Loboko na Yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama pe baye Kongo bamo na nkembo na Yawe. Sembola loboko tomona nguya na yoe, katina ekolo na biso. Osala ya minene utayo banda na bato, mokongisi nini bona mboka. Tumeli na pasi ya eton pour tout. Yaka to bandela elongola yoe. Yaka mokonzi yaka to bandela motonge ekolo elongo na yo. Tale tuluku ya bansomi ya Kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote pai na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo. Sembola loboko tomona nguya, tobebisa misala ya satana na mboka. Makila ma Yesu, mapetola ekolo, mabebisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko tomona nguya, tobebisa misala ya satana na mboka. Makila ma Yesu, mapetola ekolo, mabebisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko tomona elo, tolingi tomona elonga na yo. na kombo na Yesu. Toyembi elonga 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 elonga. Ah, moto moto na yo, kitisa moto Misala ya satana, lokola belia na Kongo. Yesu moto na yo ekita misala ya satana na mboka. Yawe loboko na yo ya bokeseni Na kombo na kombo ya Yesu elonga 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 elongo na Yesu. Tobeleli moto kitisa moto na yo misala ya satana, liboso baprofeta bala Kongo toyeba konza Nzambe. misala ya satana, Sembola loboko mobali ya bonzambe, tomona elo, tokambola mboka elongo na yo, na kombo na Yesu. tokonfese elonga elongo na Yesu. Elonga 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 elonga. Ah, kitisa moto na mboka ya Kongo. Ya tobeleli moto
mpenza. Elonga